Bonjour, chers tous. Nous sommes à notre premier cours sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et ce cours-là, sur la plateforme informatique en 4 leçons. Donc, la première leçon va porter sur tout ce qui est concept, principe et outils de gestion de l'AGIR. Et on entend par AGIR, gestion intégrée des ressources en eau. Et la deuxième leçon va porter sur les outils de mise en œuvre de gestion intégrée, l'AGIR. Et la troisième leçon va porter sur les instruments économiques et financiers pour pouvoir mettre en œuvre ce type de gestion intégrée des ressources en eau. Et la quatrième leçon porte sur l'implication des acteurs au niveau de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, ce cours est déjà bien formaté sur la plateforme. Donc, vous avez 2 quiz et 2 activités. Donc, les 2 quiz font référence. Donc, il y a la leçon 1 et la leçon 2. Et la leçon 3 et la leçon 4, vous avez des activités. Je pense que ces activités-là vont faire partie de notre évaluation. Et on aura après une évaluation finale. Donc, alors, professeur. oui, Bonjour. oui. Oui, s'il vous plaît, depuis hier, j'essaie de charger le cours qui est sur la plateforme, mais ce n'est pas encore disponible même jusqu'à maintenant, à mon niveau en tout cas. Ok, d'accord. Je viens de remettre ce cours-là à votre délégué. Je pense qu'on va partager ça dans... Le cours est déposé? Ok, d'accord. Donc, le délégué vient de déposer le cours dans le groupe. Voilà. Donc, vous allez voir ces 4 fichiers en PDF. Merci, professeur. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer d'inventer un double cours sur la plateforme pour que vous ayez accès aux activités. Et je pense qu'on peut laisser ça jusqu'à... Donc, c'est jusqu'au 28. Puisqu'on a un cours aujourd'hui, mercredi, et on va faire, bon, j'espère, un cours vendredi si on peut. Et puis, on aura des séances la semaine prochaine. J'espère qu'on a le cours qui est déjà sur la plateforme, mais pour faire une introduction de ce cours, on ne peut pas parler, on doit avoir des prérequis. Si on parle de gestion intégrée des ressources en eau, donc on doit avoir une connaissance générale sur la ressource en eau même. Donc, on va faire un peu d'hydrologie et puis d'hydrogéologie. Donc, ici, dans ce premier cours-là, c'est pour vous donner un peu quelques aspects, quelques généralités sur la ressource en eau. C'est-à-dire comment cette ressource-là est répartie dans le monde. Donc, il faut faire la différence entre eau et puis ressources en eau.
Donc, quand on parle d'une ressource, c'est comme si on parle aussi d'un gisement. C'est une eau qu'on peut exploiter pour des besoins. Donc, quand on parle de ressources en eau, c'est une ressource qu'on peut déjà exploiter pour, soit pour la consommation humaine, soit pour l'industrie, soit pour l'agriculture. Voilà. Donc, on parle un peu de ressources en eau. Et si vous regardez bien, le plus souvent, on va vous parler de la répartition de la ressource en eau. Nous, pour la consommation, puis on a besoin des eaux douces. Donc, quand on essaie de voir un peu la répartition des ressources en eau au niveau du monde, on voit que 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. C'est pourquoi on appelle souvent notre planète la planète bleue. Donc, quand on voit toute la planète Terre, 70% est recouverte d'eau. Donc, ce qui fait à peu près 1400 millions de milliards de tonnes d'eau sur la Terre. Et cette eau est répartie dans différents réservoirs. Donc, on trouve l'eau au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'hydrosphère, au niveau de la lithosphère et au niveau de la cryosphère. Donc, l'atmosphère, ça vous connaissez l'atmosphère. C'est l'ensemble des plans d'eau au niveau de la surface de la Terre. Donc, quand on prend une surface de la Terre, donc l'hydrosphère, c'est tout ce qui va concerner les lacs, les rivières, les eaux de surface. Donc, la lithosphère, ça, c'est les eaux souterraines. Et la cryosphère, c'est l'ensemble des calottes glaciaires. Voilà. Et cette eau-là, c'est qui peut dire encore là? Et cette eau-là se trouve sous plusieurs formes. Et puis, on a la forme liquide, la forme solide et la forme gazeuse. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, professeur. Oui, bonjour. Professeur, il y a une question Vas-y. au niveau de la quantité de l'eau sur la Terre. Oui. Parce que je vois qu'il y a 1400 millions de milliards de tonnes d'eau sur la Terre et c'est noté que c'est la même quantité depuis que la Terre existe. Oui. Or, de plus en plus, l'on nous parle du réchauffement climatique. Donc, qui parle de réchauffement climatique parle d'avancée du désert. Mais dans ce cadre, est-ce qu'on ne peut pas dire, quand on parle de réchauffement, est-ce que l'eau ne diminue pas, la quantité d'eau ne diminue pas? Bon, ça m'intrigue un peu. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me donner des explications. Non, pas donc, normalement, la quantité, en fait, ne diminue pas. Mais on va voir que peut-être cette quantité-là sera plus, soit polluée, soit on aura plus d'inondations, soit on aura plus de la fonte au niveau des calottes. Donc, sinon, l'eau qui est sur la terre, c'est un cycle, en fait. On va voir un peu voilà, c'est un cycle. Donc, c'est un cycle. Donc, cette eau-là va se trouver dans différents types de réservoirs et c'est ce qui va un peu créer toute la notion du changement climatique. Sinon, la même quantité existe sur la Terre. Voilà. Ça compris, monsieur. Merci beaucoup. Donc, ici, on voit au niveau de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, vous voyez que l'eau douce représente à peine environ 3%. Donc, l'eau douce représente à peine 3%.
Donc, l'eau que nous pouvons utiliser pour les besoins en termes de consommation, d'agriculture, représente à peine 3,3%. Et l'eau salée va jusqu'à 97%. Donc, si on parle de l'eau salée, on parle de plus souvent mer, océan. Donc ici, l'eau douce, on prend en compte les eaux de surface et puis les eaux souterraines. Donc, on va voir un peu ici la répartition. Donc, l'eau douce, on voit que l'eau douce est partagée entre eau souterraine, glaciaire, et puis eau douce de surface, rivière et lac. Donc, on voit un peu les différentes quantités. Donc, on voit que vraiment, on parle de la planète bleue, on voit que la grande partie même de l'eau est sous forme salée et que l'eau douce représente à peine 3% qui est répartie entre les eaux souterraines, glaciers, neige, eau de rivière, eau de lac. Donc, on a un tableau ici qui essaie de nous montrer les différentes quantités en fonction des réservoirs. Donc, on a les réservoirs surface, sous-sol, glacier, atmosphère, océan. Et on voit un peu les réservoirs. Et on voit qu'en termes de pourcentage, l'eau de surface représente 0,017%. L'eau dans les sous-sols, 0,6%. Et l'eau des océans va jusqu'à 97%. Donc aussi, il faut faire la différence entre le terme continental. Quand on parle une eau continentale par opposition avec, on va parler de une eau océanique. Donc, nous, ce qu'on fait ici, vous voyez en hydrologie et en hydrogéologie, on parle des eaux continentales. Et ceux qui vont faire maintenant eau libre, ils vont parler, voilà, de l'eau océanique. Mais il y a toujours une frontière entre eau libre et puis nous, au niveau des eaux, de lagune et tout et tout. Nous, on s'utilise de l'eau qui se trouve dans le continent, c'est-à-dire à l'intérieur d'une surface. Donc, quand on prend la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, on a les fleuves de la Côte d'Ivoire. Donc, on a les fleuves, on a des barrages, on a la lagune. Ça, ce sont les eaux continentales. Et tout ce qui est maintenant océan Atlantique, la mer, ça, c'est du domaine océanique. C'est bon à ce niveau? Oui, bonjour. Ok, d'accord. Ça va. Donc ici, on essaye de résumer un peu le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, vous savez qu'il y aura l'évapotranspiration. Donc après l'évapotranspiration, on aura une condensation des eaux au niveau de l'atmosphère. Et après maintenant, qui va former les nuages et sous l'effet de différents phénomènes. Donc, on aura des précipitations. Donc, on parle de précipitations, c'est ce qui est neige, pluie, grêle. Donc, on a la précipitation. Et lorsqu'on a la précipitation, on a plusieurs phénomènes qui suivent, c'est-à-dire le phénomène de ruissellement et d'infiltration. Et lorsqu'il y a la précipitation, il y a toujours
il y a tout ce phénomène aussi de d'évapotranspiration. Donc, c'est un cycle. Donc, c'est un cycle où il y a plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. Donc, ici, on essaie un peu de donner les différentes quantités qu'on retrouve au niveau de ce cycle-là. Et c'est pourquoi on dit que la quantité en fait, de l'eau sur la Terre est constante et stable. Mais cette quantité-là va changer de réservoir. Donc ici, on voit un peu un schéma qui nous montre les différentes quantités en fonction de réservoir. Donc, au niveau de différents cycles, on a le phénomène de l'évapotranspiration. Donc, le phénomène de l'évapotranspiration, qui peut essayer de nous expliquer ça? C'est quoi l'évapotranspiration? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre la parole. L'évapotranspiration. Vous connaissez pas l'évapotranspiration? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Jean peut intervenir? Oui, vous pouvez intervenir. Si j'ai bonne mémoire, l'évapotranspiration, c'est lorsque les, lorsqu'il y a, comment on appelle ça, un assèchement au niveau des cours d'eau qui vont remonter vers le ciel et vont se transformer en nuages. Un nuage blanc. C'est-à-dire ce cours d'eau, c'est cette eau-là qui est en cours d'eau va être asséchée et puis remonter, transformer en nuage, puis après retomber sous forme de pluie. Ok, d'accord. Oui, il y a un en présentiel aussi qui veut intervenir. Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui. Bon, ici, selon moi, en plus de ce qu'il y aura évaporation des cours d'eau, mais la transpiration provient de la végétation surtout. C'est-à-dire, ce sont les végétaux qui produisent qui transpirent et il y a évaporation au-dessus de ces différentes végétations-là. Et cette évaporation se condense au niveau de l'atmosphère et retombe sous forme de pluie. Donc, ici, vous définissez les deux types de phénomènes. Donc, l'évaporation, c'est surtout où? Donc, ici, on va voir que l'évaporation, c'est surtout au niveau des cours d'eau, puis au niveau des plans d'eau, c'est des lacs, des barrages, mais au niveau aussi, puis au niveau du sol. Oui. On peut dire aussi que l'évaporation, c'est le passage de l'eau à l'état liquide vers l'état gazeux. Voilà. Oui, on peut dire ça aussi. Voilà. Donc, l'évaporation va toujours s'effectuer au niveau des plans d'eau et au niveau du sol. Et la transpiration, ici, ça concerne la végétation. Donc, vous allez voir qu'on a différentes méthodes pour pouvoir évaluer l'évapotranspiration. Qui connaît déjà une méthode pour pouvoir évaluer l'évapotranspiration? Une méthode traditionnelle. Ah bon, allô? Oui, allô? Ah bon, je sais que dans les stations météorologiques, ils mettent des bacs Voilà. sur une portion de terre et puis ils quantifient ça avec des capteurs, souvent Des facteurs. Ça, c'est la méthode expérimentale, c'est-à-dire on met des bacs et puis pendant une journée, on voit un peu. Donc, on va mesurer. Donc, on mesure l'épaisseur de l'eau à une durée, à un temps T, et on voit aussi son épaisseur à un temps T, et on voit la quantité qui a été évaporée, qui s'est transformée en gaz. Maintenant, au niveau, ça c'est une méthode expérimentale qui se fait sur le terrain, mais il y a d'autres méthodes aussi.
des méthodes analytiques ou statistiques. Donc, vous allez voir que sont parlé de la méthode de Conway ou la méthode de Penman, eux qui vont s'appuyer sur la température. Donc, on a besoin de données de température, insolation, vitesse de vent pour pouvoir évaluer aussi l'évapotranspiration, qui joue un rôle très important au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, va jouer un rôle très important. Donc, à côté de l'évapotranspiration, nous avons la précipitation. Donc, je vous ai dit, quand on parle de précipitation, le mot c'est précipiter. Donc, précipiter, c'est quelque chose qui vient se déposer. Donc, dans le thème précipitation, il y a tout, il y a la pluie, il y a la neige, tout ce qui est du ciel, qui vont se précipiter. Et pour évaluer la précipitation, quelles sont les méthodes? Si on veut évaluer la précipitation sur une zone, si on veut évaluer la précipitation, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer la précipitation? Mais quels sont les instruments, quelles sont les méthodes qu'on peut... Ceux qui sont en ligne. Vous ne connaissez pas les méthodes. Donc, on va vous poser ça. Il y a des appareils. Oui, il y a des appareils déjà pour pouvoir... Oui. Voilà. Et ces appareils, on appelle ça... On les appelle comment? Les pluviomètres. On les appelle des pluviomètres. Donc, pluviomètres. Donc, il y a des stations pluviométriques qui vont nous servir à pouvoir évaluer la précipitation dans une région. Et lorsqu'on a plusieurs stations comme ça, on peut maintenant faire une interpolation pour évaluer la précipitation, ou même la variation de la précipitation sur un temps dans une région bien donnée. Et aussi, à l'aide des capteurs météorologiques aussi, puis on arrive à estimer aussi la précipitation à l'aide des capteurs. Donc, dans vos études, vous allez voir ceux qui font de la modélisation hydrologique. Quand on veut faire la modélisation, on a besoin de données à des pas de temps. C'est-à-dire peut-être j'ai besoin de données de précipitation pour chaque heure qui veulent faire des études au niveau de l'inondation. Donc, chaque heure, on a besoin de données. Et souvent, ces données-là ne sont pas disponibles in situ. Donc, on va s'appuyer sur les données qui proviennent des capteurs météorologiques. Mais avant d'utiliser ces données-là qui proviennent des capteurs, il faut toujours valider avec des données in situ, montrer une corrélation entre les données in situ et les données météorologiques. Valider ces données-là et maintenant, vous pouvez les utiliser dans vos études. Il faut bien citer plusieurs auteurs qui ont travaillé, qui montrent qu'il y a une corrélation entre les données qui proviennent des capteurs météorologiques et les données in situ. Donc, pour évaluer aussi la spatialisation de la pluviométrie, il y a aussi ce qu'on appelle, quand on fait les interpolations, je me rappelle un peu, quand on fait les interpolations au niveau de la précipitation pour évaluer la précipitation sur une zone. Donc on a la méthode de Thiès. Où on fait un triangle, on essaie d'évaluer. Il y a la méthode de Thiès et il y a la méthode du plus proche voisin aussi. Il y a ces différentes méthodes-là qui sont déjà intégrées dans vos logiciels. Mais il faut savoir les utiliser parce que le plus souvent, vous cliquez seulement. Et vous prenez les valeurs par défaut. Mais à l'intérieur de ces méthodes-là, ce sont des fonctions mathématiques. Donc, il faut pouvoir bien appliquer
ne prenez pas seulement par défaut, par défaut, par défaut. Donc, au niveau aussi, nous avons l'infiltration. L'infiltration qui joue aussi un rôle très important. Parce que c'est l'infiltration qui va permettre de pouvoir recharger les nappes phréatiques. Donc, une partie va recharger les nappes phréatiques, une partie aussi va comme on parle de l'écoulement hypodermique qui va s'écouler, puis qui va rejoindre aussi les eaux de surface. Et n'oubliez jamais qu'il y a toujours une interaction entre eau de surface et eau souterraine. Voilà. Donc, nous avons, au niveau de la ressource, nous avons l'impact des activités humaines sur cette ressource-là. Donc, nous allons voir le rôle de l'occupation du sol. Vous savez que lorsque on a le sol, on constitue l'interface entre l'atmosphère et le milieu souterrain. Donc, lorsqu'on a une surface qui est assez, où il y a la végétation, vous allez voir que c'est une surface qui ne va pas s'éroder facilement. Et c'est des surfaces où la végétation va favoriser l'infiltration. Donc, ici, donc, en fonction de sa nature, de son état et de sa couverture, vont déterminer le rapport entre l'infiltration et le ruissellement. Donc, pour pouvoir voir ces facteurs infiltration et ruissellement, il y a plusieurs critères qui vont influencer. Donc, vous allez voir la pente. La pente va influencer. Nous allons voir le type de sol va influencer. Et nous allons voir la végétation aussi va influencer. Donc, ceux qui veulent faire des cas de vulnérabilité à la pollution ou bien pour chercher le potentiel en eau souterraine, donc vous allez vous appuyer sur ces critères-là. Pente, végétation, type de sol, donc vont influencer. Donc le sol va influencer le rapport infiltration et ruissellement. On voit aussi que deux principales activités humaines sur l'occupation du sol vont influencer l'artificialisation des sols par l'urbanisation. Ça va favoriser ce qu'on appelle le ruissellement. Et lorsqu'il y a ruissellement, il y a inondation. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau du bassin versant Bonhomet-Palmeraie. Une zone où il y avait plein de palmeraie, mais une zone qui a été urbanisée. Et on voit que maintenant, ça a favorisé le ruissellement des eaux de surface. Et plus il y a le ruissellement, plus on est face à une inondation, artificialisation des sols et réduction du couvert végétal aussi. Donc, ces deux actions-là vont accroître le coefficient de ruissellement. Accroître le coefficient de ruissellement et diminuer le délai entre les événements pluvieux et le pic. Vous voyez, quand il y a une pluie qui suit dans une région, il y a tout ce qu'on appelle le coefficient de ruissellement. Parce que quand il pleut, l'eau va s'étirer. Maintenant, quand cette eau-là sera saturée, quand le sol sera saturé maintenant, l'eau va commencer à ruisseler maintenant. Et quand on calcule en fait le coefficient de ruissellement, lorsque la zone est assez urbanisée, il n'y a plus un temps d'infiltration. L'eau qui tombe ruisselle automatiquement et cela va favoriser l'inondation des sols. Donc, augmentation du volume de pluie et qui vont favoriser l'inondation.
Donc, ici, on a aussi les impacts des aménagements au niveau des cours d'eau. Lorsqu'on utilise les cours d'eau à travers les barrages, l'extraction aussi de l'eau au niveau des cours d'eau, ça aurait un impact sur la ressource. Et aussi, on a l'impact des prélèvements d'eau. Donc, on peut avoir les prélèvements d'eau. Vous savez que je pense qu'Abidjan, nous sommes approvisionnés par les eaux souterraines, dans les eaux souterraines, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, ce sont le plus souvent des eaux de surface aussi. Donc, lorsqu'il y a prélèvement d'eau aussi, ça peut jouer sur la ressource. Donc, aussi la ressource, on fait face aussi à ce qu'on appelle la quantité et la qualité de la ressource. Et lorsqu'on parle de qualité de la ressource, on fait directement en disant la pollution. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités anthropiques qui vont favoriser la pollution de notre ressource. Donc, voilà. Donc, tout ça, bon, ici, j'ai fait une classification des différents types de polluants. C'est pour vous montrer un peu, parce qu'on fait la différence entre activité anthropique et puis, puisque la pollution même est le plus souvent des activités même anthropiques, c'est-à-dire le plus souvent c'est l'agriculture qui va favoriser la pollution des ressources en eau. Il y a quelques questions sur cette partie, sur cette généralité. Allô? Bon, je pense que c'est bon sur la généralité. Donc, on va passer à la deuxième leçon. On va faire la deuxième leçon là, et puis on va s'arrêter là. Donc, la deuxième leçon est ici, donc concept, principes et outils de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, c'est juste ici. On va faire un peu l'historique, parce que c'est un concept qui est né, pas de J. C'est un concept qui est né, on va voir un peu l'historique et puis les différents principes de la J. Donc, pour ce cours-là, on a subdivisé en 5 sections: contexte historique de la J, principe directeur, définition objective, les avantages, enjeux actuels et la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, on fait une pause de 5 minutes et puis on continue.